Bonsoir et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Club de 28 minutes. Prenez place, nos clubistes sont déjà là. Ce soir, ils sont journalistes, essayistes, économistes et dessinateurs et ils vont vous accompagner sur le chemin de l'actualité de la semaine. Au menu ce soir, cette fois, ça y est, l'Europe avait déjà divisé sa facture depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais après des mois de discussions entre États membres, l'Union européenne coupera complètement le robinet du gaz russe d'ici la fin septembre 2027, une décision qui réjouit la présidente de la Commission. Today is indeed a historic day. This is the dawn of a new era, the era of Europe's full energy independence from Russia. Alors ce choix est-il risqué ? L'Europe a-t-elle les moyens de se priver totalement du gaz russe ? On en débattra. Puis nous recevrons notre invitée de la semaine, une certaine Coco. Si, c'est bien elle, c'est la même. Notre Coco préférée qui viendra nous présenter son nouvel album, 4 ans de dessin paru dans Charlie ou Libération et parfois inédit pour rire quand même de cette drôle d'époque qui ne tourne pas toujours très rond. Et en fin d'émission, nous retrouverons le toujours pittoresque David Castello-Lopez. Salut David. Bonjour Renaud. De quoi vous nous parlez ce soir ? Je vous parle de véhicules de loisirs, donc tout ce qui est camping-car, caravane, van aménagé, ça va être super. Van aménagé, ça doit vous plaire. À tout à l'heure David. Voilà donc le programme du Club de 28 minutes, c'est parti. Bonsoir Natacha Triou. Bonsoir. Bienvenue à vous Natacha. Et Frédéric Seiss bien sûr. Et bonsoir Bienvenue Renaud. Frédéric. Ravi de vous retrouver les amis. Et voici nos clubistes de ce soir. Bonsoir Thomas Porcher. Bienvenue Thomas. Vous êtes, je le rappelle, économiste, membre des économistes atterrés, professeur à la Paris School of Business. Et votre dernier livre s'intitule Le Vacataire, expérience vécue de la précarité à l'université chez Stock. Bienvenue à vous. À vos côtés, Natacha Polony. Bonsoir Natacha. Bienvenue. Bonsoir. Essayiste, directrice de cette toute nouvelle revue trimestrielle, L'Audace, penser, produire, construire. Vaste programme. Exactement. Bravo, bonne chance. Voilà, bonne chance à l'Audace, toujours de l'Audace évidemment. Bienvenue à vous Natacha et à propos d'Audace. Voilà. Nous n'en manquons pas, car nous vous avons invité, Jean Quatremer. Sinon, je me la serais servi. Bienvenue à vous, Jean Quatremer, bien sûr. Toujours correspondant européen de Libération. Et au pupitre, notre ami Éric Truand. Salut Éric. Bonjour. Bienvenue Éric, dessinateur, membre de Cartooning for Peace. Et alors vous, ça aussi c'est audacieux, vous publiez dans quelques jours, le 10 décembre, tiens, comme par hasard, un recueil de dessins de l'actualité 2025. Voici votre journal d'un prisonnier. Ça me rappelle quelque chose. Merci à tous d'être là. Les amis, on va commencer avec la première actualité de la semaine, Frédéric. Cette première actualité, pour lutter contre les fake news, les journalistes doivent-ils labelliser les médias qui font vraiment de l'information ? C'est en tout cas le souhait d'Emmanuel Macron. Oui, et jusqu'à ulcérer la droite et l'extrême droite qui dénoncent une dérive autoritaire, voire un ministère de la vérité, comme chez Orwell. Des craintes initiées et amplifiées par les médias du groupe Bolloré, à l'image de cette une du journal du dimanche, vers un contrôle de l'information. Rien que ça, la polémique a obligé l'Élysée à réagir, à rappeler les propos exacts d'Emmanuel Macron. Non, il ne s'agit pas d'un contrôle de la presse par l'État. C'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier, là, ça devient une dictature. Je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ça, c'est des gens qui sont sérieux, ça, c'est pas des gens qui informent. Autrement dit, un label décerné par les journalistes ou par leurs représentants pour dire quels sont les médias qui ont un contenu journalistique vérifié au milieu du grand torrent de vidéos et d'articles qui se déversent sur nos smartphones, avec son lot, bien sûr, d'informations mensongères ou déformées. Natacha Polony, ce type de label serait utile, selon vous, ou contre-productif ? Il faut manier ça avec énormément de précautions, parce que évidemment qu'il y a eu immédiatement une surréaction d'une partie du prisme idéologique sur le thème dictature, etc., en manipulant exactement ce qui avait été dit. Pour autant, je me méfie beaucoup. Moi, j'ai le souvenir, quand j'ai commencé comme jeune journaliste, je m'occupais à Marianne des questions d'éducation. Et quand j'ai commencé à écrire sur les inquiétudes des professeurs, sur la baisse du niveau, etc., on m'a dit « mais non, c'est pas vrai ». Regardez les chiffres, la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'Éducation nationale dit que le niveau monte. La preuve, entre 85 et 95, on a doublé le nombre de bacheliers, donc le niveau monte.
Bon, je pense que depuis, on a compris que c'était pas exactement ça qui était en train de Ça se fait partie passer. du débat entre médias. C'était pas Oui, c'est un journal d'accord. Mais crédible, moi, qui ce que n'était- des Marianne. professionnels, des journalistes m'ont expliqué, c'est que mes sources n'étaient pas des sources officielles et que donc mon travail n'était pas sérieux parce que le travail sérieux, c'était celui qui consistait à dire que le niveau montait. Donc, je me méfie des labellisations. Je pense qu'il y a un réel problème de fausses informations, mais que ça se règle par l'éducation permanente, le travail du temps long. Et on ne convaincra pas en donnant l'impression à des gens qui croient qu'on manipule l'information qu'en fait on veut verrouiller ça. Jean Quatremer, parce que cette idée de labellisation, ça existe déjà. C'est le JTI qui a été initié par Reporters sans frontières depuis 2017. 17 médias français qui ont été labellisés. Est-ce que c'est contre-productif, ça marche, c'est une mauvaise idée? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis exactement comme Natacha, je suis extrêmement méfiant à l'égard de ce genre de choses. Par exemple, on a essayé de créer l'équivalent de l'ordre des avocats avec des ordres de journalistes, avec des comités de déontologie, etc. Et on s'aperçoit de quoi? Là, je peux vous le dire, en Belgique, il y a un organe comme celui-là qui existe et il est pénétré par la gauche radicale, parce qu'il y a que ça à faire, et donc ils sont dans ces organes-là, ils les contrôlent bien, et le résultat, c'est quoi? Ce sont des donneurs de leçons. C'est-à-dire on ne vérifie plus si les faits sont exacts, si on ment, etc. La question n'est pas là. C'est est-ce qu'on traite bien l'information telle qu'on devrait la traiter au nom du bien, le bien informationnel. Et donc je suis extrêmement méfiant parce que une partie des journalistes, évidemment, voudront imposer leur vue aux autres journalistes. Et on le voit par exemple dans le fact-checking. C'est fascinant le fact-checking. Au départ, ça partait de la vérification des faits, et ensuite, maintenant, c'est la façon dont on traite les faits. Alors là, je suis désolé, il y a un problème. Thomas Porcher, est-ce qu'il n'y a pas aussi une réaction un peu corporatiste dans ce que dit à l'instant Jean Quatremer? C'est-à-dire tout de suite, dès qu'il s'agit de réguler un peu l'information, attention, liberté de la presse, La labellisation, je suis contre, mais après, il faudrait peut-être assurer une plus grande pluralité, parfois, y compris des intervenants et des sujets traités sur certaines chaînes. Alors, il y avait le Conseil d'État qui avait rendu une décision. Je pense qu'il faudrait peut-être un peu resserrer ça. Et puis après, il faudrait aussi s'interroger sur un certain nombre de choses. La concentration, par exemple, entre les mains de patrons privés, de milliardaires d'un certain nombre de médias, le fait de renforcer aussi le service public pour assurer qu'il y ait une pluralité des offres de médias. Et après, une dernière chose que je dirais aussi, c'est que là, il y a un changement, moi, qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, une grosse partie des informations viennent des réseaux sociaux, qui est quasiment le Far West, avec l'IA qui va devenir encore plus le Far West. Et moi, je me souviens qu'il n'y a encore pas si longtemps, il y avait ce qui se passait dans les médias, il y avait la caisse de résonance sur les réseaux sociaux, et maintenant, c'est l'inverse. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux alimente les débats du jour dans certaines chaînes d'information, et ça, c'est très dangereux. Donc, il faudrait aller un petit peu regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Avec effectivement la question des algorithmes, Natacha Polony, c'est vrai que ça propose, ces réseaux sociaux, des contenus qui sont déjà beaucoup vus, qui vont plaire parce qu'ils sont potentiellement des informations déformées ou choquantes. Et finalement, c'est aussi ça que dit Emmanuel Macron, c'est qu'il peut y avoir des labels pour contrer ce flot d'informations. Ce n'est pas par des labels qu'on va contrer ça, c'est par la souveraineté numérique. C'est-à-dire par la capacité que nous aurons en Europe à avoir une agora, c'est-à-dire l'espace public de débat, qui n'appartienne pas à des entreprises soit américaines, soit chinoises. Ça, c'est la directive, par exemple, la DSA, fameux Digital Service Act de l'Europe. Non, mais sauf que quand on a le DSA, mais qu'on n'a pas les entreprises, c'est très concret. La question, c'est pas de réguler, c'est d'avoir les entreprises qui nous appartiennent. Et deuxième point très important, je pense que le pluralisme, il n'est pas seulement au niveau global des médias, il doit être au sein de chaque rédaction. Or là, on voit des pôles antagonistes et chaque média est radicalisé. C'est dangereux parce que les gens se mettent à regarder le média qui les intéresse et on reproduit à la télévision les bulles cognitives qu'on a sur les réseaux sociaux. Dans la presse écrite. Polarisation, ça aussi. Polarisation Ça dans le débat totalement. politique comme dans le débat public. Une polarisation, tiens, à ce propos, un dessin d'Éric Truand. Oui, alors je crois que le plateau de CNews est totalement d'accord avec le plateau de 28 minutes ce soir. Ça nous rappelle 1984. Et on voit Jordan Bardella à sa droite. Innocent, 84, j'étais pas né. Merci Éric. Frédéric, votre duel de la semaine maintenant, il oppose deux responsables politiques qui se déchirent à propos d'un article de la Constitution. Oui, à ma gauche, Sébastien Lecornu, 39 ans, le Premier ministre. À ma droite, Bruno Retailleau, 65 ans, le patron du parti Les Républicains et potentiel candidat pour 2027. Alors avant 2027, il y a déjà le budget pour l'an prochain à faire adopter et ce n'est pas gagné. L'Assemblée nationale y travaille en ce moment, souvent dans la douleur, puisqu'il n'existe aucune majorité claire. Alors Sébastien Lecornu en appelle, vous l'avez entendu, au compromis. Il essaye de lâcher du lest. Par exemple, il a renoncé ce matin à doubler les franchises médicales. C'est un geste évidemment en direction du PS qui, arithmétiquement, peut faire basculer les majorités. Sauf que ce qui plaît au Parti socialiste ne plaît pas forcément à la droite
et vice-versa. Dans ces conditions, comment arriver à bâtir une majorité de circonstances? Mission très difficile et même mission impossible, d'après Bruno Retailleau, cet homme, le président du parti Les Républicains. Lui, il dit à Sébastien Lecornu, plutôt que de rêver de compromis, il faut assumer un moment, ça ne passera pas, alors pourquoi ne pas assumer un 49-3 ? Il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Et je dis très clairement que on ne peut pas voter un budget à tout prix. Je suis persuadé que jamais les socialistes ne voteraient une censure. Donc pourquoi n'utilise-t-il pas ce que la Constitution lui permet de faire pour avoir un budget conforme aux intérêts de la nation ? Conforme aux intérêts de la nation. Ce 49.3, il est très connu maintenant, cet article très controversé aussi, qui permet de faire adopter un texte sans vote, sauf s'il y a une motion de censure qui renverse le gouvernement. Même Gérard Larcher est en train de dire oui, il faut un 49.3, allez-y. Alors est-ce que c'est une solution miracle, ce 49.3 ? En fait, ça arrangerait un peu tout le monde, parce que les oppositions comme ça ne seraient pas obligées de voter des mesures qu'elles contestent, et en même temps, il y aurait quand même un budget, on éviterait les scénarios un peu incertains, un peu inédits, de loi spéciale ou bien d'ordonnance. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à droite que le 49.3 est réclamé. À gauche, François Hollande y est favorable, tout comme Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre d'Emmanuel Macron, qui a cette phrase « Les gens que je croise, franchement, ils s'en fichent de la méthode 49.3 ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est d'abord qu'on ait un budget. » Alors voilà une situation quand même assez paradoxale où on voit des partis qui réclament le 49.3, qui implorent de ne pas être entendus au niveau de l'Assemblée nationale. Mais Sébastien Lecornu leur a adressé une fin de non-recevoir cette semaine. En tout cas, je le redis, il n'y aura pas d'utilisation du 49 alinéa 3 de la Constitution et d'engagement de la responsabilité du gouvernement. Ça veut donc dire que vous avez la responsabilité finale de cette copie. Ça veut dire qu'il faut en avoir envie. Ça veut dire aussi qu'il faut s'en donner les moyens. Voilà, Sébastien Lecornu, inflexible, il avait promis dès le début de ne pas utiliser le 49.3, il s'en tient donc à sa promesse, aussi pour renvoyer la responsabilité vers les parlementaires. Faites votre travail et assumez. Premier test ce mardi avec le vote solennel à l'Assemblée nationale du budget de la sécurité sociale. Jean Quatremer, il a tort, Sébastien Lecornu, de refuser ainsi un 49.3 ? Oui, il a tort, mais il est coincé. Maintenant, il a annoncé qu'il ne le ferait pas. Je ne vois pas comment il peut le faire. Il pariait sur quoi ? Sur le caractère raisonnable des partis, sur leur capacité. C'est ce qu'il dit, oui. Oui, voilà, sur leur capacité à faire un compromis. En l'occurrence, comme si on allait du jour au lendemain passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, ce qui n'est pas le cas. Et les partis ont fait la démonstration que ça n'était pas le cas. Donc, le seul moyen de faire passer le budget, ce serait le 49.3. Et c'est grave. Attendez, tout le monde a l'air de dire que c'est de la politique politicienne. S'il n'y a pas de 49.3, notamment, le budget des armées de 7 milliards n'augmentera pas de 7 milliards d'euros comme c'est prévu. Je veux dire, on voit bien tous les jours, il y a des tensions qui sont avec la Russie qui augmentent. Le président Zelensky a failli se faire tuer. Il y avait un attentat qui le visait en Irlande. Je veux dire, ça se rapproche. Et là, on est là en train de discuter du sexe des anges. Vous savez, ça rappelle vraiment la chute de Byzance en 1453 face aux armées ottomanes. Natacha Polony, d'un point de vue démocratique, ça dit quoi quand même ces députés qui disent surtout retirez-nous le droit de vote ? On ne veut pas donner notre avis en fait. On ne veut pas trancher. Donc utiliser un 40. C'est pas très courageux, non ? C'est la continuité de ce qu'on voit depuis maintenant, depuis 2024 en particulier, la dissolution, mais même avant, c'est-à-dire des intérêts particuliers qui sont à l'œuvre, puisque là, en effet, le sujet, c'est qu'on a une présidentielle qui se rapproche, des municipales là dans quelques mois, et du coup, on a des partis politiques qui n'ont aucune envie d'envoyer le message à leurs électeurs qu'ils ont accepté des choses qu'ils considéraient comme inacceptables. Donc, en effet, ils ont le pouvoir, ils ne veulent pas l'exercer, c'est ça. Mais bien sûr, mais ils ont accepté depuis très longtemps de ne plus exercer le pouvoir et de faire semblant. C'est-à-dire qu'on a des partis politiques, on a des représentants politiques qui prononcent des discours, je crois en ci, je veux ça, etc. Mais derrière, ils savent que ça ne sera pas appliqué, puis c'est pas leur problème, c'est la posture. Et derrière, si ça peut faire quelques petites vidéos qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux pour montrer à quel point on s'est battu sur tel truc, l'application réelle, tout le monde s'en fiche. En tout cas, au milieu de tout ça, il y a quelqu'un qui est déchiré, n'est-ce pas, Éric Truand ? Oui, je reprends l'image du sexe des anges que Jean vient d'évoquer, avec un Premier ministre qui est pris entre Olivier Faure et Olivier Faure, 49.3. Les recettes du PLFSS ont été votées, là. Oui, les recettes du PLFSS ont été votées aujourd'hui. Voilà. On verra mardi. Il a gagné son premier pari, disons-le. Ouais. C'est l'heure maintenant de la une internationale. C'était ce matin à la une du Global Times, la version en anglais d'un tabloïd publié par le régime chinois. Xi rencontre Macron et appelle à élargir le champ de la coopération. En retour, Emmanuel Macron a appelé la Chine à faire des investissements croisés pour rééquilibrer ses relations commerciales. Le déficit de la France avec Pékin
a doublé à peu près en 10 ans. Celui de l'Europe ne se porte guère mieux. Alors l'appel d'Emmanuel Macron, Thomas Porcher, peut-il être entendu par Xi Jinping? Est-ce qu'on peut imaginer des relations commerciales rééquilibrées entre la Chine et l'Europe? Et je ne crois pas, mais en fait le vrai problème c'est pas de rééquilibrer nos relations, parce que vous savez là dans le déficit commercial il y a peut-être des entreprises occidentales qui se sont installées en Chine et qui nous renvoient les produits qu'ils ont fabriqués en Chine. C'est pas un problème, c'est un déficit record, c'est pas... Non, en fait le vrai problème il est où? Il est que nous avons des marques chinoises qui déferlent depuis quelques années, pas longtemps, pas si longtemps que ça, qui déferlent sur le marché français et qui là montrent une supériorité technologique des Chinois. Par exemple les voitures électriques, BYD, qui sont installées à côté des Champs-Élysées, au centre de Paris, devant la cathédrale à Milan. Quand même, c'est les pays de l'automobile, là, et qui ont une supériorité technologique. TikTok, on n'a pas de substitut, vous l'avez très bien dit, et donc qui déferlent très facilement. Vous avez sur l'habillement Chine avec des coûts de production extrêmement faibles. Ça montre une supériorité dans les capacités de production, mais aussi dans la technologie de la Chine. Et ça, c'est plus important que finalement ces déficits où vous avez des marques parfois occidentales qui sont pensées en Californie, mais qui produisent en Chine et qui nous renvoient leurs produits. La vraie question, c'est que, et qu'a soulevé Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, il y a un inversement aujourd'hui de la position de force finalement de l'Occident. On voit bien que l'Occident veut s'associer à la Chine pour bénéficier finalement du savoir-faire chinois, ce qui était l'inverse à l'époque de Deng Xiaoping, qui voulait que les entreprises européennes viennent en Chine pour aider les Chinois. Natacha Polony, Emmanuel Macron qui dit coopération, mais est-ce que c'est vraiment l'enjeu coopération économique avec la Chine? Alors, il faut peut-être rappeler un chiffre. Les Chinois ont accès à 98% des marchés publics européens. Les Européens ont accès à 2% des marchés publics chinois. Donc moi, je veux bien qu'on augmente la coopération. Il va falloir un certain temps, d'autant plus que la Chine n'a aucune intention d'augmenter la coopération. Mais il me semble que le problème économique, moi, je ne rejoins pas Thomas Porcher sur un point, c'est que je pense que le déficit commercial, il doit se lire à différents points de vue. Oui, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est en train de prendre une avance technologique. Mais il faut comprendre pourquoi on en est arrivé là. Premier point, on a au sein de l'Union européenne des chevaux de Troie qui ont intérêt à continuer à importer. Parce qu'il y a notre déficit commercial vis-à-vis de la Chine directement. Mais si vous regardez notre déficit commercial vis-à-vis des Pays-Bas, qui, eux, ont un déficit commercial gigantesque vis-à-vis de la Chine. En 2022, c'était 120 milliards d'euros. Sauf qu'ils avaient 326 milliards d'euros d'excédent commercial vis-à-vis du reste de l'Europe, c'est-à-dire qu'ils déversent les produits chinois dans le reste de l'Europe et ils nous désindustrialisent. Deuxième point, BYD vient d'annoncer qu'elle allait s'implanter à Tarragone. Ça veut dire que là aussi, l'Espagne a décidé, comme elle n'a pas d'industrie automobile, d'accueillir une usine pour pouvoir inonder le marché européen. Donc, il faut qu'on revoie nos règles, nos rapports de force avec nos partenaires européens. Éric Truand va nous régler tout ça avec un dessin. Oui, j'ai résumé un peu l'équilibre actuel des forces commerciales en jeu. Chine versus le cycle. Merci Eric. Frédéric, l'autre actualité de la semaine, c'est donc l'Europe qui décide de couper le robinet du gaz russe. Oui, le sevrage, ce sera pour 2027. C'est un accord historique entre le Parlement européen et les États membres. Donc zéro gaz russe importé dans l'Union européenne à partir de 2027. Avant le début de la guerre en Ukraine, le gaz russe représentait près de la moitié des stocks importés par les pays européens. C'est aujourd'hui moins de 15%. L'Europe espère ainsi tarir la machine économique russe. C'est une bonne décision pour vous, Jean Quatremer ? Déjà, c'est une décision absolument nécessaire, mais il faut savoir que le temps qu'elle entre en vigueur, c'est-à-dire d'ici le 1er janvier 2027, on va acheter pour 200 milliards d'euros de gaz liquéfié ou de gaz naturel aux Russes. C'est ce qui sera à peu près 2 fois plus que le prêt qu'on va faire à l'Ukraine, le prêt financier qu'on va faire à l'Ukraine avec les avoirs russes bloqués, là qu'on va sans doute trouver un accord. Et on ne peut pas aller plus vite en termes de dépendance, c'est ça l'enjeu ? Parce que c'est une dépendance qui a été organisée à partir des années 2000 sous l'impulsion de l'Allemagne. C'est aussi simple que ça. L'Allemagne s'est dit, je vais acheter du gaz russe bon marché, parce qu'elle n'a pas vu le danger que représentait la Russie, et avec ce gaz russe bon marché, je vais développer mon industrie. Pari gagnant, parce que dans le même temps, qu'est-ce qu'a fait l'Allemagne ? Elle a tenté de tuer l'industrie nucléaire française, avec une certaine efficacité, il faut reconnaître, aidée par nos écologistes qui ont tout fait pour qu'on puisse fermer les centrales nucléaires, ne pas développer notre parc nucléaire, etc. Et donc, l'Allemagne a bénéficié pendant 20 ans d'une énergie bon marché, pendant que nous, on augmentait le coût de notre énergie, ce qui a nuit à nos industriels. Pour sortir de cette dépendance, et attendez, c'est en 4 ans, là, on est sorti de la dépendance. Vous m'auriez dit, il y a 4 ans, on va sortir de la dépendance à l'égard du gaz russe en l'espace de 4 ans, j'aurais dit... Vous l'auriez pas cru. Vous l'auriez pas cru. Voilà. Et le problème, c'est que tout ça a un coût. Un dernier mot, c'est que comment on remplace le gaz russe ?
en achetant du gaz liquéfié américain 2 fois le prix c'est ça. auquel les Américains se fournissent sur leur territoire. Ouais. Moi, je dis bravo, merci les Allemands. Justement, tournons-nous vers l'économiste de ce plateau, Thomas Porcher. C'est vrai que ce gaz russe, il va être remplacé par ce qu'on appelle le GNL, le gaz liquéfié qui vient pour partie des États-Unis, un peu du Qatar également. De Norvège aussi. Est-ce qu'on doit s'attendre, nous Français, nous Européens, à ce que les factures augmentent substantiellement pour le gaz ? Alors, en fait, ça dépend aussi du bilan énergétique de chaque pays. Parce que nous, en fait, la part du gaz, elle n'est pas si importante. Nous, la France, nous, la France, l'électricité est majoritairement produite par du nucléaire. Donc, a priori, si nous avons une production d'électricité nucléaire qui est excédentaire, à part dans certains points ou certaines configurations, les prix ne devraient pas augmenter fortement. Mais il est vrai... Alors après, le Qatar arrive à faire des prix quand même défiant toute concurrence sur le gaz liquéfié, quand même. Mais après, il est vrai que normalement sur les contrats de long terme que nous avons et que certains pays, les pays de l'Est notamment, la Hongrie, avaient avec la Russie, il est possible que pour eux, les prix augmentent. Parce qu'il n'y avait pas un prix qui était le même pour tout le monde. Bien sûr. C'était des prix qui étaient négociés de gré à gré. Alors cette décision de l'Union européenne, elle vise évidemment à sanctionner Vladimir Poutine et à essayer d'étouffer l'économie russe, Frédéric. Et le Kremlin a réagi d'ailleurs à cette décision européenne pour Moscou. Cela va accélérer la perte de puissance de l'Europe. Vladimir Poutine, lui, est sur le mode même pas mal. J'ai d'autres clients, notamment l'Inde, où le président russe est en visite aujourd'hui. Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и всего, что необходимо для развития энергетики Индии. Мы готовы и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики. Voilà, Donald Trump en Inde, Natasha Polony, l'Inde qui a été frappée massivement par les droits de douane de Donald Trump, le président américain qui voulait punir les Indiens d'acheter encore des hydrocarbures russes, sans effet manifestement. Alors, en effet, les sanctions secondaires que Donald Trump a imposées, la réponse de l'Inde a été très ambivalente, c'est-à-dire qu'ils ont bouger un petit peu sur leurs achats vis-à-vis de la Russie, mais malgré tout, ce qu'a fait Narendra Modi immédiatement, c'est d'aller voir Xi Jinping, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années, pour envoyer le message aux États-Unis, nous sommes indépendants. Et nous ne dépendons pas. Il a annulé immédiatement une commande de F-35. Bref, le message de l'Inde, c'est de dire nous ne rentrons pas dans le récit américain des rapports de force. Et c'est là où c'était extrêmement dangereux, c'est-à-dire qu'il va falloir arriver à piloter de façon à ce que les sanctions contre la Russie ne se retournent pas contre les Européens et les Américains. Bon, ça c'est pas grave si ça se retourne contre les Américains, ça ne me dérange pas. Ce qui m'intéresse, c'est les Européens. Comment on va faire dans ce monde où finalement des pays, des puissances s'autonomisent et décident de s'entendre entre elles contre nous? Jean Quatremer, qui sera perdant à l'arrivée? Est-ce que c'est effectivement la Russie ou est-ce que par ricochet, les Européens aussi peuvent voir ces décisions se tourner contre eux? Il faut arrêter sur le mythe que la Russie peut contourner, survivre durablement avec nos sanctions. L'économie russe est à genoux. 90% de son budget est consacré aux dépenses militaires. Et effectivement, le peuple russe peut supporter, parce que le peuple russe a tout supporté. Ils n'ont jamais connu la démocratie. Ça fait des siècles et des siècles, de toute façon, qu'ils souffrent, et ça peut durer des siècles et des siècles. Mais, encore une fois, donc la Russie peut supporter longtemps ce genre de choses, et donc peut mener des guerres à l'étranger, mais en ce qui nous concerne, nous sommes au contraire, ça nous pousse à nous autonomiser, et on gagnera, parce que, par exemple, on est en train de nouveau de développer notre industrie nucléaire. Ça nous pousse à changer. On est en train de passer des accords avec aussi, on est en train de négocier avec la Chine, de ce que vous montriez à l'instant, parce que l'idée n'est pas de tomber non plus dans l'orbite de la Chine. C'est très sympathique, mais moi, ça fait 3 ans que j'entends que l'économie russe est à genoux. Oui, c'est vrai. Alors, ce qui est vrai. Le problème, c'est qu'ils se sont organisés pour être indépendants, et depuis très longtemps. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'économie européenne, et pour l'instant, l'économie européenne, elle ne s'autonomise pas, elle est en train de se rendre dépendante des États-Unis. Ce sera le mot de la fin, en tout cas pour ce soir. C'est scandaleux. C'est vrai. Je ne peux pas lui répondre. Mais ça montre ce qu'est le débat. On va voir, vous reviendrez peut-être. L'émission labellisée. Si vous êtes sage, vous reviendrez, Jean. En tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même des conséquences pour l'économie russe. Voilà, certains consultants subissent de plein fouet ces décisions. Oui, dimanche, je me suis demandé pour qui c'était dur, et c'est dur notamment pour notre François Fillon national. Merci Eric, et c'est vrai, Noël approche. Natacha, c'est maintenant votre point com de la semaine. Ce soir,
C'est un vieux président américain qui pique du nez en public, mais c'est du déjà vu, ça, on en a connu un. Alors, cette fois-ci, c'est Donald Trump qui a été pris en flagrant délit de somnolence ce mardi, en plein Conseil des ministres. Le président des États-Unis a été filmé en train de lutter contre le sommeil. It never would have happened if you'd been president. But this war is going on, and the president is trying to end it, not because, listen, we got a million things to focus on in the world as a country, but he's the only leader in the world that can help end it. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive. Début novembre, on l'a déjà vu s'endormir au bureau ovale en pleine conférence de presse. Alors, c'était pendant 20 minutes quand même. Et là, l'ironie du sort, ça n'échappe à personne. Pendant la campagne électorale, le républicain avait surnommé son adversaire Sleepy Joe, Joe l'endormi. Le voir dans la même situation aujourd'hui, forcément, ça provoque des réactions amusées, comme celle-ci, la revanche de Joe Biden. Et puis le président Trump avait en effet bâti une partie de son discours politique précisément sur ces moqueries. There's one ability I don't have. He sleeps. He has an ability to fall asleep while on camera. In minutes, he's stone cold out. You'll never see me sleeping in front of camera. Voilà, donc les surnoms sur Internet ont fusé. Dosidon donne le somnolent ou encore Commander in Sleep, un jeu de mots avec Commander in Chief. Et puis c'est aussi le timing qui est embarrassant, Natacha. Oui, puisque Trump venait tout juste d'affirmer qu'il était plus vif qu'il y a 25 ans quand un journaliste l'interrogeait sur son état de santé. Quelques minutes plus tard, on le voyait les paupières lourdes, très lourdes, comme le montre cette vidéo réalisée par IA. Alors ces assoupissements à répétition, ça alimente les inquiétudes. L'écrivain Waj Ali le souligne, Trump s'endort à nouveau pendant une réunion télévisée du cabinet. Le président de 79 ans, aux chevilles enflées, n'est pas en bonne santé. C'est évident pour tous ceux qui ont des yeux pour voir. Et en effet, les observateurs ont constaté récemment des ecchymoses, chevilles gonflées, mains irritées. Ce sont des symptômes d'insuffisance veineuse chronique. Et la santé du président des États-Unis est donc désormais au cœur du débat public. Oui, d'autant plus que le presque octogénaire n'a pas fait preuve de grande transparence, notamment par rapport à une IRM passée en octobre, un flou qui alimente donc les rumeurs sur un possible déclin cognitif. Alors, la Maison-Blanche est montée depuis au créneau. La porte-parole, Caroline Leavitt, affirme que le président écoutait très attentivement cette réunion marathon de 3 heures. Elle a aussi déclaré « L'imagerie cardiovasculaire du président est parfaitement normale. Ce niveau d'évaluation détaillé confirme qu'il reste en excellente santé globale. » Mark Siegel, spécialiste santé de Fox News, quant à lui, affirme même, il compare même cette sieste de Trump à celle que prenait Thomas Edison, ce génie qu'il pratiquait pour stimuler sa créativité. Pas d'inquiétude donc sur un éventuel crash de facultés cognitives. Thomas Porcher, alors là on plaisante, mais la santé du président de la première puissance mondiale, c'est un sujet de première importance. Oui, c'est un sujet de première importance. Après, je ne peux pas lui lancer la pierre, puisque à titre personnel, il m'est arrivé parfois dans des réunions de lutter contre le sommeil, d'avoir le nez qui piquait. Non, mais cette émission. Voilà. Donc il a 79 ans, j'imagine que ça peut arriver à tout le monde. Non, mais oui, trêve de plaisanterie, effectivement. Il faut avoir. On a eu, et nous, des présidents qui ont été malades et nous ne l'avons pas su. Et donc, c'est important d'avoir la plus grande transparence sur l'état de santé d'un chef d'État, c'est clair. Jean, vous n'êtes jamais endormi pendant une conférence de rédaction, ça vous est jamais arrivé? En vous écoutant souvent, parce que nous avons été ensemble dans le même journal, et à chaque fois, c'est vrai que je m'endormais, et j'étais jeune à l'époque. Natacha. En un mot, ce que ces communicants ont expliqué, c'est qu'ils méditaient, donc en fait, ils se contemplent le nombril de l'intérieur, mais en revanche, on ne mesurera jamais assez l'importance qu'a eu le fait de cacher la santé de Joe Biden, l'influence que ça a eu sur l'histoire du monde, parce que ça a empêché de remplacer un candidat qui n'était pas le bon, donc attention à ça. En tout cas, vous savez que tout ce que vous avez dit sur Donald Trump à l'instant, c'est rien que pour de faux, n'est-ce pas, Eric? Oui, même si j'ai la preuve visuelle qu'il s'est endormi une seconde, puisqu'il a laissé une tache orange sur son bureau. Merci, Eric. Vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux un autre sujet d'actualité de la semaine. Donc, nous allons commencer avec votre photo, Natacha Polony. Vous nous emmenez au Honduras. Il s'agit du candidat qui est arrivé au premier tour de l'élection présidentielle au Honduras. Asfoura, alors on est encore en train de recompter en fait les voix, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est premier point, qu'une fois de plus, il y a une ingérence massive des États-Unis. Donald Trump soutient ce candidat contre l'autre, a donc déclaré immédiatement qu'il était victorieux et que toute contestation de sa victoire, alors même qu'ils sont à touche-touche, était une façon de
de voler l'élection. Et derrière, il y a, comme au Venezuela, l'argument qui consiste à dire il faut lutter contre le narcotrafic et je vais m'investir. Sauf que le même Donald Trump, la même semaine, gracie Juan Orlando Hernandez, ex-président du Honduras, condamné à la prison, à 45 ans de prison aux États-Unis pour trafic de drogue massif, c'est-à-dire qu'il coordonnait carrément les bateaux. Ce qui prouve bien que les États-Unis, quand ils s'ingèrent, quand ils revivifient la fameuse doctrine Monroe, à savoir le fait que l'Amérique latine, ça leur appartient, c'est pas vraiment pour lutter contre le narcotrafic. Merci Natacha. On va enchaîner avec votre photo, Thomas Porcher. Vous nous emmenez au Sri Lanka, victime d'inondations terribles avec, à l'heure qu'il est, plus de 600 morts selon les derniers bilans. Oui, tout à fait. Alors c'est pour nous rappeler en fait qu'effectivement on va être confronté à ce type d'événements météorologiques de plus en plus fréquemment avec le dérèglement climatique, que les alertes fonctionnent, mais que la question de toute l'adaptation des personnes, des êtres qui vivent dans ces régions-là n'est pas encore là. Et que ce soit finalement au Sri Lanka ou à Valence. On a vu que les alertes ont fonctionné, mais que les gens n'ont pas su quoi faire en réalité. Et donc ils ont subi. Donc il va falloir vraiment commencer à s'intéresser à toute la question de l'adaptation au dérèglement climatique. Merci Thomas. Et on va finir avec votre photo, Jean Quatremer. Il s'agit d'une photo de Christophe Glaise, ce journaliste français détenu en Algérie après une nouvelle condamnation en appel à 7 ans de prison. À l'issue, évidemment, d'un procès complètement truqué. Il s'agit d'un journaliste sportif, je le rappelle. Il travaille notamment pour SoFoot. Voilà, et qui a enquêté sur un club de Kabylie, donc un club berbère, et il s'est retrouvé accusé d'espionnage. Je dirais que c'est le sort qui nous attend tous quand on va dans des États voyous. C'est-à-dire la fameuse Mecque de liberté, vous savez, tant vantée par Rima Hassan, députée européenne et les filles, c'est un État voyou. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, autant que nous sommes, mais n'importe quel touriste, etc., comme quand on va en Iran, on va en Algérie, on risque de retrouver dans un cul-de-bas de fosse, parce que c'est la diplomatie, ce que j'appelle la diplomatie des otages. Et voilà, donc là, et ce qui m'étonne un peu concernant Christophe Glaise, c'est que je trouve qu'en fait, on est en dessous de la main. Vous vous rappelez à l'époque... Emmanuel Macron a pris la parole à plusieurs reprises. Je parle des médias. C'est un de nos confrères. Donc ça devrait quasiment être à la une de tous nos journaux, de façon permanente, pour qu'on fasse pression. Silence du monde du sport, total. Vous avez entendu parler... Ça commence à bouger depuis 24 heures. Ça fait même plus d'un an, presque un an, je crois, qu'il est en prison, je veux dire. On s'est mobilisé beaucoup plus vite pour Boualem Sansal, même si j'ai trouvé qu'on était en dessous de la main. Donc, il faut se mobiliser pour obtenir sa libération, et puis, il faut éviter d'aller en Algérie tant que ce régime est en place. C'est aussi simple que ça, parce que sinon, c'est courir un risque qui est extrêmement dangereux. Merci Jean Quatremer. Un dessin d'Éric Truand. Oui, un dessin, que peut-on dire de plus ? Un petit dessin hommage à Christophe et en écho à notre premier sujet sur la labellisation des médias. Quoi ? Un label déontologique dans votre poche ? 7 ans. Merci Éric. C'est l'heure maintenant d'accueillir notre invité de la semaine et je suis sûr que vous l'avez déjà croisé quelque part, sans doute d'ailleurs sur le plateau du Club de 28 minutes parce qu'elle s'appelle Coco. Qui est là, c'est Coco. Salut Coco. Bienvenue Coco. Enfin, je vous ai en face de moi. Parce qu'en général, c'est dans le dos et je ne suis pas toujours rassuré lorsque vous êtes à la place d'Éric Truand là-bas derrière. Et si vous êtes à cette place, Coco, c'est parce que vous publiez ce formidable album aux éditions des Arènes, un album signé Coco, évidemment, c'est bien vous confirmez. C'est moi. Et on n'en a aucun doute dès qu'on l'ouvre et qu'on se jette dans vos dessins. 500 dessins parus ces 4 dernières années dans Libération et dans Charlie Hebdo. Des dessins inédits aussi pour certains. Et puis aussi d'ailleurs des bandes dessinées dont on parlera dans un instant pour raconter les coulisses de l'accueil de certains de vos dessins qui ont suscité des torrents de haine, de menaces parfois, parce qu'ils étaient incompris par ceux que vous appelez les neuneux, les nigauds, les cons aussi, tout bêtement. Voilà. Tout simplement. Il est possible que nous les évoquions. Mais est-ce que vous vous doutiez, Coco, que ça deviendrait aussi difficile et parfois aussi risqué de dessiner lorsque vous aviez été encouragé à le faire par un certain Monsieur Fleureau ? C'était qui ce Monsieur Fleureau ? Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Monsieur Fleureau, c'était mon prof de SVT en 5e. Ah ouais. Et récemment, c'est vrai qu'en fouillant dans l'appartement de mon père, en tombant sur un carton, il avait écrit que je devrais me lancer dans une carrière de dessinatrice. Et c'était en 5e, voilà, le Monsieur Fleureau. Ah voilà. Voilà. Il est fier de vous. Il est fier de vous. Il a bien fait. Est-ce qu'il y a un dessin, parmi tous les dessins que vous avez fait, un dessin coup de cœur que vous aimez particulièrement ? Un dessin coup de cœur. Il y en a un que j'aime assez, oui, sur les femmes afghanes.
Bah On voilà, le voit là à l'écran. pour rappeler déjà leurs conditions, les femmes afghanes interdites de parler entre elles, en fait, elles sont emmurées, vivantes dans leur burqa et interdites de tout, jusqu'à presque de respirer. Donc, quand le dessinateur arrive à trouver une idée graphique comme celle-là, on est toujours assez content, puisque le dessin est quasiment muet et elles parlent avec leur corps en dessinant ce SOS comme un appel à l'aide. Et puis, il y a les deux talibans dégoûtés derrière. Voilà, ça dit beaucoup de leurs conditions et on devrait s'en émouvoir tout le temps quand on est épris de liberté comme on l'est en France, on a quand même de la chance. Voilà, c'est fait partie des dessins que j'aime bien, par exemple. Et quand je disais que c'est parfois risqué et dangereux de dessiner, il y a des dessins qui sont mal perçus, mal compris ou pas compris du tout, ou totalement instrumentalisés. Oui. Vous avez une 20aine de pages de bande dessinée pour raconter les coulisses de ce fameux dessin sur le Ramadan à Gaza, qui avait été publié par Libération au printemps 2024. Vous vouliez dénoncer les bombardements israéliens sur Gaza la famine, ouais. Voilà, et la famine qui régnait à Gaza. Et vous avez fait un dessin ironique évoquant justement le Ramadan en pleine famine sous les bombes israéliennes. Et là, vous êtes pris des torrents de haine, de menaces, y compris d'ailleurs pas seulement anonymes, y compris d'élus. Oui, d'élus. Alors oui, ce dessin, c'était la conjonction un peu de deux actualités, le début du Ramadan et le jeûne, donc c'est mon travail de le faire, et j'ai même pas mis plus d'ironie que ça. Et ce que je raconte dans cette BD, c'est déjà la violence qu'on reçoit, et c'est vrai qu'après le 7 janvier 2015, ça reste toujours complètement insensé pour un dessin comme celui-là qui est un basique, je trouve, de recevoir tout ça. Je le fais dans mon plein droit, et quand la députée LFI a réagi là-dessus, Sofia Chikirou, Sofia de Paris. Chikirou, ouais. Moi, j'ai trouvé ça consternant. Et de la part d'une députée qui, forcément, comprend ce dessin, je veux dire, une elle l'instrumentalise complètement, elle instrumentalise la phrase d'Antoine Léris. Enfin, voilà, c'est... Et de surcroît, ça a conduit donc à des menaces de mort qui ont conduit à l'époque à renforcer encore votre protection, puisque vous évoquiez le 7 janvier, évidemment, vous avez survécu à l'attentat de Charlie du 7 janvier, donc ça a relancé cette haine et ces menaces-là à ce moment-là. Oui, après, il y a eu beaucoup de soutien quand même, de confrères, de consoeurs, de vous aussi, comme si les choses s'étaient un peu renversées, c'était tellement insensé, et cette députée, ça a fait beaucoup réagir, donc je me suis sentie beaucoup et très très soutenue par la suite. Ouais. Et dans ce livre, Coco, il y a à la fois les dessins publiés dans la presse, mais aussi des dessins refusés par la rédaction. On va en voir un, c'est après la mort du pape, un dessin qui n'a pas été publié dans la presse, notamment à Libération, où vous œuvrez. Qu'est-ce que ça... Voilà, c'est celui-ci. Qu'est-ce que ça crée chez la dessinatrice que vous êtes quand un dessin est refusé ? En fait, tout le monde ne le sait pas, c'est pas une censure, c'est la règle en fait. À un moment, il y a des choix éditoriaux qui se font, donc on n'en veut pas du tout aux rédactions, c'est comme ça. Même Cabu avait des dessins à refuser. C'est vrai. Ce qui semble un Cabu fou. qui est celui qui vous a... en quelque sorte, appris le dessin lorsque vous êtes arrivé à Charlie Hebdo. Un peu toute l'équipe, mais c'est vrai que Cabu, il transmettait beaucoup. Puis il avait une générosité, une gentillesse tout de suite. Donc voilà, pour revenir sur ce dessin, ça fait partie du job, mais parfois il y en a, on aime bien quand même, on aurait bien aimé qu'il passe. Donc là, je me permets de donner au lecteur un peu des inédits, un peu, voilà, la mort, ça concerne tout le monde, même le pape. Je trouve que vous avez un sacré rythme quand même, parce qu'entre la quotidienne chez Libé, en hebdo chez Charlie, ici, enfin, vous avez une liste non exhaustive en plus. Comment ça vous vient d'où votre, je sais pas, vos bonnes idées graphiques justement, les asticots qu'on vient de voir. C'est quoi vos, si vous avez des trucs et astuces. Faut quand même avoir un mauvais esprit. L'envie, déjà la passion du dessin, l'envie de réagir aussi à l'actualité, qui est vraiment un puits incroyable d'inspiration, d'envie de donner son avis politique aussi. Et puis c'est surtout cette liberté qu'on a de pouvoir le faire sur tous les sujets. Et c'est merveilleux. Enfin, moi, je ne me lasse jamais. Il y a plein de sacrés dans cette... faire ces dessins-là et à nous obliger à rire de nous-mêmes. Mais je crois qu'on en a vraiment besoin de faire ces dessins. On a besoin. C'est vous qui dessinez vos tatouages, parce que je sais pas, je trouvais qu'avec les dessins, il pouvait y avoir... Richard en a parlé dans la préface du livre. C'est Richard Malka, bien sûr. Notre ami Richard Malka, l'avocat de Charlie, qu'on embrasse au passage, qui fait une très belle préface. Et il y a un dessin que j'aime beaucoup, c'est Charb ici et Tinius. Voilà, je les ai faits après. C'est pour donner un peu de courage de continuer ce formidable journal qu'est Charlie Hebdo. Bravo à toute l'équipe de Charlie et bravo à vous, Coco, évidemment, de continuer. Il
Il y a du sacré dans cet album, puis il y a surtout de sacrés dessins, et puis il y a aussi un peu de sexe. Hein, il y a des des sexes. Parce que j'ai pas retrouvé de caricature de Jean Quatremer, j'ai peut-être pas bien regardé, mais d'accord. On les garde ici en stock pour s'en servir le moment venu. Signé Coco, c'est aux arènes, et un dessin justement d'Éric Truand qui va évoquer un personnage dont vous parlez dans ce livre. Ouais, alors faute d'avoir eu une idée graphique aussi bonne que celle de Coco, j'ai une idée neuneu. On ne peut pas tout dessiner. On n'est pas en Chine ici. Ah oui, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Merci Eric. Et c'est l'heure maintenant, merci Coco, de retrouver notre ami David Castello-Lopez en vrai sur le plateau. Le voici. Bonsoir David, bienvenue à vous. Chaque semaine, vous venez nous parler d'un objet, vous posez des questions que pas grand monde, à part vous, ne se pose, il faut bien le dire. Vous y répondez à votre façon, un tantinet absurde. Et votre chronique s'appelle « Le monde des choses ». Monde des choses, monde des choses. Ce soir, David, vous allez nous parler de camping-car. Oui. J'aimerais demander aux gens qui se trouvent dans ce studio, mais aussi aux téléspectateurs devant leur poste, de convoquer un instant leur enfance. Est-ce que vous vous souvenez, quand vous étiez enfant, à quel point vous aimiez tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une cabane ? Les petites tentes cubiques en toile pour se changer à la plage, votre propre lit le soir, vous allumiez une lampe torche sous la couette et brusquement, vous étiez dans un minuscule espace intérieur qui vous appartenait. Et pour ceux qui en ont eu la chance, le camping-car. Le camping-car, c'est comme une cabane, mais une cabane d'un genre suprême, puisqu'elle se déplace. C'est une cabane qui bouge. Et quand on est enfant, ça, c'est incroyable. La dernière fois que je suis rentré dans un camping-car, c'était il y a 40 ans. En 1985, j'ai retrouvé une photo. Alors, j'ai pas l'air si content que ça dessus, mais croyez-moi, c'était une jubilation de chaque instant. Vous n'avez pas bougé. Donc, quand j'ai su qu'il y avait au Bourget, à côté de Paris, un salon entier dédié aux camping-cars, caravanes et autres véhicules de loisirs, j'ai foncé. Quand je suis rentré, l'émerveillement de 1985 s'est réactivé sur le champ. Et j'ai tout de suite demandé où sont les meilleurs camping-cars, s'il vous plaît. Et on m'a dit, allez voir la marque allemande Concorde, c'est la Rolls-Royce du camping-car. Alors je suis arrivé sur le stand et j'ai vu écrit Concorde Reisemobil aus Leidenschaft. Vous savez ce que ça veut dire ? Allemand LV1 en plus. Ouais. Donc, on est quand même sur une chaîne franco-allemande, personne parle allemand. Ça veut dire un mobile pour voyager. Et Leidenschaft ? Alors Leidenschaft, ça je sais pas. Le camping-car par passion. Voilà. J'allais le dire. Et là, je suis rentré dans un modèle et j'ai halluciné. Dedans, c'est le luxe. Il y a des douches en simili-marbre qu'on va voir là, de l'électroménager haut de gamme et surtout une chambre avec un lit rond. Okay. Or, vous le savez comme moi, un lit rond, c'est beaucoup plus chic qu'un lit rectangulaire et c'est aussi beaucoup plus érotique. On s'imagine tout de suite y faire des choses sous la surveillance de ce petit labrador en porcelaine. Mais c'est pas tout. Chez Concorde, ils ont un modèle qui s'appelle le Centurion. Et la particularité du Centurion, c'est que c'est un camping-car dans lequel vous pouvez mettre une voiture. Je répète, c'est un camping-car dans lequel vous pouvez mettre une voiture dans le camping-car. C'est génial. Alors, il est un petit peu cher, le Centurion. Faut compter minimum 850 000 €. Mais franchement, pour une poupée russe à moteur, c'est donné. Alors, après les Concorde, je suis rentré dans des douzaines de modèles différents et j'ai fini par découvrir ce que dans le milieu du véhicule de loisir, on appelle un van aménagé. Est-ce que vous me croirez si je vous dis que la joie que j'ai ressentie devant les vannes aménagées, elle a été encore plus forte que devant le Centurion. Parce que certes, aménager un appartement tout équipé dans un semi-remorque comme le Centurion, c'est pas facile, mais bon. Aménager un appartement dans un van, c'est un exploit. Regardez-moi ça. Vous êtes devant une petite fourgonnette banale et là, un appartement avec chambre, salle à manger, cuisine et salle de bain. Tout ça pour moins d'un dixième du prix d'un Concorde Centurion. Franchement, c'est donné. Bref, le monde des véhicules de loisirs, c'est une sorte de Disneyland pour adultes.
Alors pour finir, si vous voulez en savoir plus sur les véhicules de loisirs, je me permets de vous conseiller quelques publications périodiques. D'abord, bien sûr, Véhicules de loisirs magazine, qui est un magazine un petit peu trop généraliste à mon goût. Si vous êtes comme moi plutôt camping-car, ce qu'il vous faut, c'est Camping Car Magazine ou Le Monde du camping-car ou éventuellement Esprit camping-car. Si vous êtes caravane, en revanche, je vous conseille plutôt Le Monde du plein air camping caravaning qui parle exclusivement de caravane, pas de camping-car. Et enfin, si vous êtes team van aménagé, sans hésitation, c'est bien sûr Van Life qu'il vous faut. Et tout ça, Renaud, c'est... merci, avec le poster central, j'espère. Exactement. Merci David. Vous avez fait une note de frais pour tout ça Je vais passer voir la compta quand même, je vais leur en parler. Merci David. Un dessin d'Éric Truand. Oui, effectivement, la liberté, c'est le van. Et quelqu'un a rajouté un élément à cette liberté, la fin de la civilisation, et notre ami Louis Sarkozy. Bien sûr, très bonne idée. Merci Eric, merci à tous les amis. On se retrouve demain à la même heure, 20h05 sur Arte pour 20 minutes samedi et son club international. Comme toujours, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à votre chronique. Un instant, David, vous nous avez invité à grimper à bord de votre camping-car. Ne le prenez surtout pas mal, mais il y a quelqu'un qui nous attend dans sa caravane. Raphaël, tchuss. Je suis né dans cette caravane, mais nous partons, allez viens.